Bonsoir, parmi les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal, le conflit qui perdure chez Jacquet à Saint-Beauzire depuis 2 semaines complètes. Un tiers de la production nationale du pain de la marque sort de cette usine chaque année. Une médiation a été demandée ce mardi. Jean Falgoux est l'invité de ce journal. Le maire de la Bourboule vient dresser avec nous le bilan des grands termes depuis la mise en régie municipale en 2009. 170 ingénieurs sortent chaque année de l'IFMA. L'Institut français de mécanique avancée a fêté ses 20 ans hier. C'est donc le 14e jour de grève chez Jacquet. Le conflit s'enlise à l'usine de Saint-Beauzire qui appartient au groupe Limagrin depuis 1995. 2 faits marquants ce mardi. Les salariés ont demandé une médiation à la direction départementale du travail et la justice a ordonné la levée du blocage du site. Voyez le reportage de Romain Duché. On lâche rien, voilà l'hymne des salariés Jacquet. Demain, ils entreront dans leur 3e semaine de grève consécutive. Toujours au cœur du conflit, les salaires. Au 1er janvier, la direction va faire progresser les rémunérations de 60 € net, primes et augmentations comprises. Les salariés, eux, réclament 100 €. Le conflit ne semble pas prêt de s'arrêter. La colère est montée d'un cran, on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus. On a une direction qui continue à nous mépriser. Mais ils nous connaissent pas. Là, on est en colère. Quoi qu'il arrive, on en a sous le coude encore. On l'a montré, je crois, encore. On a vu des gens qui faiblissaient pas, quoi. Les salariés ont rencontré la direction départementale du travail ce matin pour demander la mise en place d'une médiation. En attendant, le tribunal de grande instance de Clermont, saisi par Jacquet, a ordonné aujourd'hui aux salariés de lever le blocage de l'usine. À ce jour, l'entreprise fonctionne à 50% de ses capacités. Nous venons de recevoir un référé qui nous permettra dans la journée de débloquer les accès pour les matières premières et les produits finis. Et je l'espère retourner le plus rapidement possible à une situation des plus normales. À cette heure-ci, les salariés n'ont pas dit ce qu'ils comptaient faire. S'ils persistent à bloquer le site, envers et contre la décision de justice, la direction pourra alors faire appel aux forces de l'ordre. Une adresse pour tous, cela semble une évidence et pourtant nombre de foyers n'ont pas d'adresse précise, pas de nom de rue ni de numéro de logement. C'est le cas dans près de 300 communes dans le Puy-de-Dôme et ce sont donc 85 000 foyers qui sont concernés. Pour y remédier, 18 communes du département ont engagé une démarche dite d'adressage en signant une charte avec la Poste et ses partenaires. Voyez le reportage à Saint-Nectaire de Philippe Robert. Chaque jour, les facteurs de Saint-Nectaire distribuent le courrier dans 314 foyers de la commune. Pour Yannick, arrivé de son Cantal natal, les débuts furent un peu difficiles, car jusqu'à présent, les rues ici ne portaient pas de nom. Il arrive parfois qu'on ait des homonymes, monsieur, madame Martin, et qu'il n'y a aucune adresse. Donc, qu'est-ce que nous, le problème, on ne sait pas à qui le donner après enquête. Généralement, entre facteurs, on sait, mais lui, il a ça, donc on arrive à le savoir. Mais le problème, c'est que si on n'a pas une adresse exacte, on est obligé de faire un retour à l'envoyeur, parce que nous, on ne peut pas ouvrir le courrier pour savoir exactement à quelle personne est adressé le courrier. Bien souvent, les expéditeurs se contentaient de marquer sur l'enveloppe le nom du destinataire, le code postal et la commune. Parfois, le nom de la maison, héritage du thermalisme, comme ici Villa Marinette. Depuis le mois de juin, 125 noms de rues ont été attribués en ville ainsi que dans les 12 villages de la commune. Aujourd'hui, un livreur ne peut pas apporter quelque chose dans une maison s'il n'y a pas un nom de rue ou de numéro. Pour le GPS, c'est aussi indispensable. Et pour le choix des noms, les habitants ont été consultés. À Saint-Nectaire, il y a la rue de l'Amitié. Cette rue, il y avait un carton sur une porte parce que tous les habitants se réunissaient régulièrement et ils avaient appelé ça la rue de l'Amitié. Donc nous avons gardé ce nom-là. Désormais, tous les foyers ont une adresse précise et chaque habitant connaît la sienne, enfin presque. Et moi, c'est place de l'église. Pardon, place de la mairie. Saint-Nectaire a investi 15 000 € pour acheter les plaques. À cela viendra s'ajouter le coût des numéros pour chaque maison. Les pompiers, le facteur ou le boulanger auront ainsi la tâche plus facile, même s'il faudra sans doute trouver un autre nom à cette rue. Jean Falgoux est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la Bourboule et le président de la régie des grands termes. Donc cela fait 2 ans et demi que la municipalité a repris les grands termes sous forme de régie. Quel est le bilan après 2 ans et demi, Jean Falgoux? Je dirais que c'est un bilan positif
puisque nous avons repris effectivement la régie, enfin les termes en régie municipale, Oui. une régie à autonomie financière. Et depuis notre prise de cette régie en 2009, nous avons eu des bilans pour l'année 2010 satisfaisants avec une augmentation, et l'année 2011 a été encore une année meilleure pour nous. Donc l'idée c'était de sauvegarder les emplois. Voilà, simplement ça a été quand même quelque chose d'assez difficile à prendre, cette décision, puisque ça avait des conséquences qui étaient très néfastes si on avait laissé fermer l'établissement des Grands Termes de la Bourboule. Oui. En ce qui concerne les emplois, c'est quand même 12 emplois pérennisés à l'année, plus environ 45 à 50 emplois saisonniers. Donc financièrement, c'est quelque chose de très lourd pour la municipalité. Non, la municipalité n'a absolument rien à voir là-dedans, puisque c'est une régie à autonomie financière Oui. et à personnalité morale. La régie se gère toute seule. La mairie de la Bourboule, aujourd'hui, ne donne aucun fonds à la régie qui gère aujourd'hui les termes. Une légère augmentation en 2011, dites-vous, ça suit un mouvement national? Alors, si vous voulez, nous, maintenant, on a quand même, diversifié le thermalisme à la Bourboule, puisque nous avons aujourd'hui une partie qui est du bien-être. Oui, c'est ça qui fonctionne le mieux d'ailleurs. Qu'on a mis en place et puis qui fonctionne bien. Par contre, cette année, si vous voulez, le thermalisme, comme vous le savez, a été en baisse des années durant. Oui. Et cette année, sur le plan national, le thermalisme s'est maintenu à peu près à 1,5 de moyenne, si vous voulez, en plus. Et à la Bourboule, dans notre établissement Les Grands Termes, nous avons une augmentation de 1,5 au niveau du thermalisme pur. Oui. Par contre, au niveau de tout ce qui est bien-être, c'est près de 30% d'augmentation. Donc là, on voit qu'il y a une réelle demande. Tout à fait. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est demandé. C'est demandé par les accompagnants du thermalisme, puisque souvent, les personnes qui viennent en cure ont des accompagnants, et ceux-là, bien sûr, veulent faire du bien-être. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, on ouvre toutes les vacances. C'est-à-dire le bien-être est ouvert pour les vacances de Toussaint, et est ouvert aussi, va être ouvert la fin de semaine pour les vacances de Noël. Les vacances de Noël. Voilà. Quelles sont les perspectives pour l'année 2012, les enjeux, les nouveautés pour essayer de maintenir ce niveau de fréquentation, voire l'augmenter? On espère bien l'augmenter. Si vous voulez, au niveau d'abord du bien-être, c'est sûr qu'on est en train de mettre en place des nouveaux produits qui sont très intéressants et très attrayants. Mais en ce qui concerne le thermalisme pur, nous avons, si vous voulez, aujourd'hui, nous allons mettre en place une nouvelle pratique, si vous voulez, en ce qui concerne les suites du cancer. C'est-à-dire les gens qui ont eu un cancer, les dames en réalité, qui ont eu un cancer et qui peuvent avoir des problèmes de cicatrices suite à une opération, un truc comme ça, pourront être traités, si vous voulez, par l'eau thermale de la Bourboule, puisque notre eau est bien une eau qui est spécifiquement pour les soins de la peau. Et ça se fait en collaboration avec des médecins, des équipes médicales? Comment ça se passe? Bien sûr, on pensait bien que, de toute façon, tout ce qui est cure, on est obligatoirement, il faut passer par un médecin. Oui. C'est votre médecin traitant d'abord qui vous envoie dans la station, et quand vous arrivez dans la station, vous êtes suivi bien sûr par un médecin thermal. Et au niveau de cette pratique-là, ça sera exactement la même. Aujourd'hui, nous avons envoyé, je crois, à environ 5000 lettres à des cancérologues qui vont nous envoyer de la clientèle. Donc l'année a été plutôt positive. À quelle échéance on pourra dire que les termes de la Bourboule sont sauvés? Quand est-ce qu'on souffle un peu Alors, on va souffler, mais en attendant l'année 2012, on souffle pas trop, puisque vous savez qu'en 2012, il va y avoir des renégociations au niveau du thermalisme sur le plan national. Donc on attend cette échéance. Passé cette échéance, il est certain qu'on n'aura pas de souci à se faire. Que peut-il se passer lors de ces négociations? Ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait un déremboursement partiel du cure, c'est certain. Donc c'est ça qui... C'est notre inquiétude. Merci Jean Falgoux d'avoir accepté notre invitation. L'Institut français de mécanique avancée fêtait ses 20 ans hier sur le campus des CESO. L'IFMA forme des ingénieurs en mécanique avec un enseignement axé sur la culture internationale et des liens privilégiés avec les industries. L'IFMA accueille cette année son 2000e étudiant. Présentation Catherine Lopez. Former des ingénieurs experts en mécanique avancée et en génie industriel à dimension internationale, créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et celui de la recherche, telles étaient les deux grandes ambitions des fondateurs de l'IFMA au moment de sa création en 1991. 20 ans plus tard, les objectifs sont atteints. L'école forme des ingénieurs avec une forte dimension internationale.
La valeur internationale est très très forte chez nous, avec une mobilité internationale obligatoire de 5 mois minimum en entreprise. Donc ça c'est un minimum, on peut faire plus dans la scolarité, et une évaluation, une certification en langue anglaise et une certification à partir de la rentrée 2012 sur la deuxième langue étrangère. Donc on y tient beaucoup pour toute cette ouverture internationale. Autre grande force de l'école, les liens privilégiés avec le monde de l'industrie. L'IFMA, c'est aussi 44 entreprises et organismes membres de la fondation IFMA. Au sein de la fondation, les étudiants sont soutenus dans leurs projets, une relation appréciée par les industriels. Il faut absolument qu'elles aient des liens privilégiés avec notre industrie, aussi d'autres industries, parce que nous avons de plus en plus besoin de recruter des ingénieurs de bon niveau. Ne serait-ce que l'année prochaine, dans notre entreprise à nous, on va recruter à peu près 8000 personnes sur l'ensemble de notre entreprise. Et ça, c'est extrêmement important qu'on ait des liens privilégiés avec ces grandes écoles d'ingénieurs. Pour l'IFMA, 2011 est également l'année du 2000e diplômé. Depuis 1991, ce sont précisément 2022 ingénieurs qui sont sortis de l'IFMA et qui occupent aujourd'hui de hautes fonctions dans les secteurs de l'industrie automobile et aéronautique en France ou à l'étranger. J'ajoute que le centre de transfert de technologie de l'IFMA a été rebaptisé hier François et Édouard Michelin. Une première en France pour le laboratoire clermontois Magma et Volcan. Il a inauguré aujourd'hui l'arrivée d'une machine unique fraîchement acquise, une presse multi-enclume. Elle permet de reproduire une pression comparable à celle que l'on peut trouver à l'intérieur de la Terre, soit 300 000 bars environ. Cette machine a coûté près de 600 000 €, financée par l'Université Blaise Pascal, la région, l'État et l'Europe. On écoute un enseignant-chercheur du laboratoire Magma et Volcan sur le fonctionnement de cette presse. Par la poussée de la presse, nous arrivons à reproduire donc les conditions de la terre profonde par les conditions de poussée et aussi par un système de chauffage électrique. Nous arrivons à reproduire aussi les températures de l'intérieur de la terre. Donc nous avons les conditions de pression et de température. Donc d'abord nous allons comprimer, chauffer, les minéraux vont changer de structure. Et ce que nous allons regarder préférentiellement, c'est la fusion par exemple de ces matériaux pour générer des magmas. Les interactions avec des fluides qui se trouvent à l'intérieur de la Terre, de l'eau, du CO2. Et conséquence directe de cette acquisition, des chercheurs français et étrangers viennent spécifiquement à Clermont-Ferrand pour travailler sur cette machine. On passe au sport et avec le défi anglais des rugbymen de la SM Clermont-Auvergne. Samedi, les rugbymen que vous voyez ici à l'entraînement iront défier les Tigers de Leicester lors de la 4e journée de la H-Cup. Battus dimanche au Michelin, les Anglais ont bien l'intention de prendre leur revanche. Pour le talonneur clermontois Benjamin Kaiser qui a joué à Leicester, les joueurs de la SM doivent s'attendre à un accueil bien particulier au Welford Stadium. Le stade, tout simplement, est un des plus beaux stades d'Europe, je pense, dans le top 3 avec le Michelin. C'est une ambiance extraordinaire, une sortie de gladiateurs. Ça, je pense que c'est assez unique. Il y a des places où les spectateurs sont debout et on est obligé de traverser ces gens-là pour entrer sur le terrain. Donc c'est vraiment l'entrée des gladiateurs. Au départ, on voit rien, puis d'un coup, ils s'écartent. C'est assez extraordinaire, très honnêtement. Et je pense que ça fait partie du charme, ça fait partie du côté invincible que peut donner ce stade et la façon dont il transcende son équipe. Donc ça va être un grand moment. On termine avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football qui a eu lieu hier à Amiens. Au cours de ce 9e tour, le Clermont Foot Auvergne se déplacera à Orléans où il affrontera le club qui évolue en national. De son côté, Thiers, club de CFA2, recevra le FC Istres qui évolue en Ligue 2 et les rencontres auront lieu les samedis 7 et dimanche 8 janvier 2012. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo. On se retrouve demain à 12h30 et 18h30 pour nos prochains rendez-vous d'infos sur Clermont Première. Très belle soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.